Bonjour, je remercie Nicolas Danchin qui m'a demandé de présenter les revues prédatrices. Mais en fait, le sujet a tellement changé que le terme est peut-être devenu obsolète. Rapide historique. L'électronique est arrivée en 1994 pour le BMJ, en 1996 pour le New England. Et puis, il y a eu des mouvements de chercheurs pour dire que tous les résultats des recherches devaient être gratuits, accessibles à tout le monde. Ce qui fait que finalement un nouveau modèle économique a été proposé entre 2002 et 2006, et c'est un modèle qu'on appelle le modèle auteur-payeur, qui cohabite encore actuellement avec l'abonnement, qui est un modèle lecteur-payeur. Le modèle auteur-payeur, c'est presque une publication à compte d'auteur. Il a été encouragé par les institutions, et c'est lui qui a permis le développement de revues prédatrices. Parce que les frais de traitement des articles, ou APC, de 2000, 3000, voire plus euros des revues légitimes ont été concurrencés dès les années 2012 par les 200 euros des revues prédatrices qui publiaient n'importe quoi en quelques jours. Point n'est besoin de vous en montrer des revues prédatrices. Là, vous avez un article d'auteur qui était très content parce qu'il était publié en 3 semaines pour 200 euros, qui en ont publié d'ailleurs dans la même revue un deuxième pour 400 euros et qui m'ont consulté pour me demander s'il devait continuer puisque la revue demandait 800 euros. Elle a vu qu'elle avait pêché des chercheurs naïfs. Ces sites étaient instables, pleins de fautes d'orthographe, avec des erreurs dans les adresses, avec des tas de chiffres pas très clairs, mais il en existe encore de ce type de sites qui sont vraiment pas fiables. Devant l'arrivée de toutes ces revues, un groupe d'experts a publié dans Nature une définition des revues prédatrices. Les revues éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel, je dirais l'intérêt mercantile, au détriment de l'érudition, et ce sont des informations fausses, trompeuses, un écart aux bonnes pratiques, un manque de transparence et à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement que vous connaissez puisque la plupart d'entre vous reçoivent des emails très régulièrement. Donc ces revues Chest a vu venir le Journal of Chest, cette vieille revue qui était Clinical Research of Trials, vous savez, les chemins, est devenue Trials. Et au moment de la pandémie à Covid-19, le groupe de Martin Vonner, après plusieurs revues sur son étude ouverte de 88 malades avec l'hydroxychloroquine, l'a casé dans un journal prédateur pour 90 euros. Et des chercheurs ont montré que dans ce même journal, pour 90 euros, on pouvait publier, et là c'est le français, mais l'article original était en anglais, contrairement aux attentes, SARS-CoV-2 serait plus létal que les trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait bien être la solution? Ça a été publié, retiré maintenant. L'Inde, premier hébergeur de toutes les revues prédatrices, parce qu'en Chine ça a été un petit peu contrôlé, contrôle actuellement les revues prédatrices et a pris des tas de mesures. Vous avez en haut à droite l'immeuble où il y avait Omix, le plus grand prédateur, 3500 revues à un moment, à Hyderabad. Et puis vous avez des interviews dans cet article d'un jeune qui dit qu'avec sa femme, il fait 7 revues depuis chez lui et qui explique qu'il est devenu le roi de la piste, étant auparavant chômeur en Inde, mais il a les compétences, bien sûr, pour faire un journal, pour voler des articles. L'ampleur du problème a été évaluée et ce sont les Australiens qui ont fait une étude publiée en 2020 qui montre que 7% de la population académique est sur un comité de rédaction d'une revue potentiellement prédatrice. Il faut bien se rendre compte que leur développement est dû à des comités de rédaction fantômes inventés où on a pris des noms, mais qu'aussi un certain nombre de nos collègues, plutôt naïfs, sont extrêmement contents, et j'en ai vu pas mal, d'être sur des boards de ces revues prédatrices ou de faible qualité.
Est-ce que la solution pour eux ne serait pas que les universités devraient elles-mêmes publier des revues? À discuter. Donc maintenant, nous allons parler de revues de faible qualité, puisque Omix, le plus grand éditeur prédateur, vend ces revues qui réapparaissent sous d'autres noms, avec d'autres adresses, par exemple Ilaris en Belgique. Donc par les URL que vous allez pister, on arrive à trouver plusieurs nouvelles maisons qui sont devenues un petit peu plus professionnelles que les premières revues prédatrices. Par plus professionnelles, il n'y a plus de fautes d'orthographe, on ne fait pas soumettre par un attachement à un email, on a une machine pour soumettre en ligne, on a un petit peu mieux structuré les instructions aux auteurs, l'éthique, etc. Ces revues ont quand même des adresses aux Émirats arabes unis, groupe Bentham, en Suisse, en Belgique, aux USA, en Angleterre, donc beaucoup moins en Asie. Certaines que je connais ont des milliers de salariés, 2000 par exemple, qui sont des PhD chinois, qui savent évaluer les articles et savent travailler. Donc ils peuvent faire des peer review fantômes à la place et qui peuvent être d'une certaine qualité. Les sites internet marchent, les rédacteurs sont parfois rédacteurs de 5 à 10 revues. Les experts académiques sont très contents de ce système. Pour 2000 €, ils publient très vite ce qu'ils veulent. Notamment, vous voyez, dans certaines équipes françaises, et je pourrais donner les noms à ceux qui me les demanderont, des numéros spéciaux de 10, 12 articles où on a casé tout d'un coup tout ce qui était refusé depuis 5 ans. Les taux d'acceptation sont élevés. Bon, on les estime à au moins 50%. D'ailleurs, on sait que quand un taux d'acceptation baisse, il y a eu, Nutrients par exemple, le licenciement total du comité de rédaction. Les services juridiques sont extrêmement efficaces pour menacer, et moi-même, pour certaines choses sur ces diapos, je pourrais recevoir une lettre juridique. Les chiffres d'affaires et les profits ne sont pas publics mais faramineux. Et les revues sont listées comme légitimes par des universités, y compris en France, dans les listes positives. D'autres exemples, je vous ai parlé de Bentham, le groupe Fortune Journals, vous avez Christian Perron qui fait des conférences avec les diapos de ses articles dans des revues prédatrices qu'il a casées. Et si en mars 2021, il y avait 45 articles de français dans ces quelques revues, en mai, c'est 77, et vous pourrez, avec le lien, aller chercher les auteurs français qui sont dans cette revue. Le groupe Bentham a des adresses aux Émirats, et vous voyez, en cherchant un peu, que ce sont les mêmes personnes qui sont en même temps en Hollande, en même temps aux Émirats, avec les mêmes emails, avec tout un monde d'emails, de téléphones, mais qui là marche parce qu'il y a des renvois, il y a des tas de choses. Je vous ai dit les projets faramineux, alors on n'arrive pas à avoir les chiffres d'affaires de ces revues de faible qualité, on n'y arrive pas. Quelqu'un a pu, à partir de chiffres publics, reconstituer le groupe MDPI. Vous avez les taux d'acceptation, soumission, publication, qui sont de 50%. Mais regardez surtout la colonne revenus, qui était de 14 millions en 2015, pour devenir 191 millions en 2020, après 62 en 2018 et 121 en 2019. Nous n'avons aucune idée du profit, autant avec l'autre chercheur, on peut attaquer Springer et Elsevier parce que les actionnaires gagnent beaucoup d'argent. Je peux vous dire qu'ici, on ne connaît pas les actionnaires et je peux vous dire qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. C'est un métier très lucratif. Ils font beaucoup de numéros spéciaux et c'est très agressif et tout est publié en un mois. Ce rapport des 149 académies des sciences d'avril 22 est vraiment une étape qui change notre conception. Après 2 ans de travail, les messages sont la distinction entre les revues prédatrices et légitimes sont de moins en moins évidentes. Les revues prédatrices font des percées dans les secondes, elles représentent un défi énorme pour les efforts visant à les freiner. Et ce rapport explique que toutes ces listes de sécurité, que ce soit des blacklists, des whitelists, des listes vertes, c'est-à-dire des listes de revues qu'ont fait des institutions, n'arrivent absolument pas à appréhender le phénomène et recommandent de ne pas les consulter.
Ce rapport, vous irez chercher ce rapport de 126 pages avec un résumé français de 27 pages, essaye de dire que maintenant, on est parti à gauche des revues prédatrices vraiment frauduleuses pour avoir à droite les revues que j'ai appelées légitimes, les grandes revues, et qu'il y a tout un scope depuis trompeur à faible qualité, inacceptable, prometteuse, qualité douteuse. Et maintenant, les revues prédatrices qui étaient à gauche ont tendance à diminuer pour avoir des revues de faible qualité qui fonctionnent en un mois, qui ont un peer review. Et je ne pourrais pas dire que obligatoirement tout ce qui est dans ces revues est de mauvaise qualité, parce que les équipes académiques qui font ça font de leur mieux. Alors bien sûr, ce sont des trucs qui ont été refusés par des revues légitimes, mais ça ne veut pas dire que ce soit de la mauvaise recherche. Et il y a une prolifération de numéros spéciaux, et ça va extrêmement vite actuellement. La communauté est aveugle, et dans cet article de Nature Human Behavior, on dit qu'il y a 6 entités qui devraient réagir. Alors bien sûr les chercheurs, en les avertissant, avec les comités d'éthique, avec Think, Check, Submit, ne pas soumettre n'importe où. Les universités et bibliothèques, et ce sont peut-être les documentalistes qui connaissent mieux le problème. Moi, je me fais beaucoup aider par des documentalistes qui vont me tracer les URL, qui me trouvent des choses très étonnantes sur les origines des revues. Donc faites confiance à vos documentalistes. Les financeurs de la recherche, les agences devraient quand même être un peu attentives et développer des bonnes pratiques et les mettre en œuvre et ne pas financer des recherches qui ont toutes été publiées dans des revues prédatrices. Revues et éditeurs font beaucoup d'efforts. Hein. Alors eux veulent aller vers l'open access, la transparence, les APC, mais ça, les APC, ça ne va pas réduire les revues prédatrices. Mais ils font beaucoup d'efforts, il y a des publications, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est comité d'éthique, régulateur, devrait déjà un comité d'éthique savoir si toutes les recherches qu'il a autorisées sont publiées et où. Et bien sûr, il faut aussi alerter le citoyen averti, le public et les patients. Il y a eu un certain nombre d'accidents décrits de patients qui sont allés chercher dans des revues prédatrices de mauvais articles dont ils ont tenu compte. Donc gardons bien à l'esprit que la communauté est aveugle. Pourra-t-on s'en sortir? Eh bien, je me mouille. Non. Parce que la prise de conscience des acteurs n'est pas suffisante. La complicité des académiques contents de publier vite, quitte à payer 2000 € fait que le phénomène a tendance, pour ces revues de faible qualité, à s'amplifier. L'IAP, ce 149 académies, proposerait une accréditation des revues. Une sorte de guide Michelin, on laisserait toutes les revues, mais il y aura un guide Michelin des revues. Alors là, c'est un grand chantier, est-ce que l'IAP va s'y lancer ou pas? Les comités d'éditeurs, de revues, comme COP, Committee on Publication Ethics, ne vont pas faire ça. Récemment, et je ne sais pas qu'en penser, moi j'étais surpris de ça, le CNRS, et c'est peut-être une bonne façon, encourage à ne pas payer d'APC quelles que soient les revues. Il faut faire un boycott du modèle auteur-payeur pour privilégier les revues Diamant. La revue Diamant, c'est la revue qui ne coûte rien à l'auteur, chercheur et au lecteur, mais qui est supportée totalement par les universités. Il s'en crée actuellement. Je suis assez réservé parce que faire une revue, c'est un vrai métier. Et je ne sais pas si c'est la mission des universités d'intégrer toutes ces professions au sein de leurs entités. Je vous remercie, il y a un certain nombre de ressources ici, vous en aurez sur mon blog, mais gardez à l'esprit que le terme revue prédatrice, qui avait été difficile à adopter, va bientôt être obsolète, remplacé par des revues de piètre qualité, de mauvaise qualité, et que ce système continuera à perdurer parce que nos collègues académiques sont d'une naïveté qui fait qu'ils continueront à donner 2000 € pour mettre très vite, en un mois, dans ces types de revues. Je vous remercie.